dans ce cadre des choses, en fait, quelle est la place des émergents et assiste-t-on à une rupture, une continuité? Bon, je suis vraiment désolé d'avoir mis des sous-titres comme ça fait vraiment très Sciences Po, rupture, continuité, hein, c'est assez insupportable. Hein, vous verrez, une fois que vous y serez rentré, vous apprendrez le jargon et il ne vous abandonnera plus jamais. Donc voilà, c'est comme un mariage. Voilà, donc quelle est la place des émergents? Donc voilà. Bon, je pense que ce qui est intéressant, en fait, c'est ici, dans ce que j'écris, c'est la notion de multipolarité. Et je dis ça, pas uniquement parce que je pense qu'on est assis sur une multipolarité aujourd'hui, je ne suis pas entièrement convaincu, mais je pense que la question de la multipolarité est surtout une question qui est défendue par les pays émergents. C'est-à-dire que c'est un objectif politique. Hein. C'est une idée qui est mise à l'œuvre, en fait, qui est instrumentée, pas instrumentalisée, instrumentée pour qu'elle devienne une réalité. Donc, et à nouveau, cette multipolarité s'inscrit dans cette valse que je mentionnais au début, et je pense que c'est essentiel de la comprendre dans ces termes-là. C'est cette multipolarité, finalement, c'est l'arrangement de résignation en fait, des émergents. Cette idée de se dire, bon, si nous n'avons pas une architecture mondiale qui permet à une gouvernance d'être équitable, partagée entre pays, en accord avec des critères autres que le fait accompli, parce que finalement, aujourd'hui, l'organisation du Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est le résultat d'un conflit mondial. Donc voilà, je pense que si nous voulions trouver un moyen encore plus mauvais d'établir un système de gouvernance de la planète, je pense qu'on pourrait songer à celui-là. Mais si nous venions à réfléchir justement sur une distribution du pouvoir, en fait, hein, et la régulation de la planète, sur quels critères faudrait-il la bâtir? Et ça, c'est essentiel. Parce que là, aujourd'hui, ça serait, si nous prenons l'ordre établi par le système mondial après 1945, ça serait la puissance militaire. Bon, ça, on va dire globalement, ça n'a pas énormément changé. En fait, on dira la Chine a une encore plus grosse armée, mais nous avons, bon, la France et la Grande-Bretagne, clairement, ont périclité dans ce domaine. Hein, les États-Unis restent à peu près les mêmes. La Russie continue à avoir une armée très nombreuse, bien que bien moins efficace qu'elle l'a été par le passé. Encore que, si on pense à Afghanistan, c'était pas gagné non plus à l'époque. Hein. Bon, on va laisser les choses comme ça, on ne rentre pas dans un domaine difficile. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il faudrait la bâtir peut-être sur, disons, la richesse mondiale. Et là, clairement, nous aurions un gros basculement, parce que, bon, est-ce que ces pays sont les plus représentatifs, hein? Pour vous donner un exemple, sur cet ordre d'importance des pays industrialisés aujourd'hui, le Brésil a déplacé l'Italie en fait à la 6e place, tangue entre la 6e et la 7e économie mondiale. Donc vous voyez déjà un pays quand même historiquement important en fait, du point de vue de son économie, qui était l'Italie, commence à être décalé. Nous, je ne sais pas combien de temps on va résister encore, nous sommes toujours à la 5e place, il me semble. Hein. 6e? On est déjà passé en 6e place? Mon Dieu. Bon, vous voyez, vous m'apportez des nouvelles terribles ce soir, en fait. Là, je suis vraiment consterné. Donc, vous voyez, donc nous sommes dans une situation quand même assez difficile. Donc, faudrait-il permettre aux ces pays les plus riches, mais à nouveau, la richesse quantifiée de cette manière, c'est une photo instantanée. Donc, est-ce véritablement un critère valable pour cela? Est-ce le développement? Et aujourd'hui, c'est essentiel de réfléchir à cette question de développement lorsqu'on parle des pays émergents. Parce que souvent, ce qu'on utilise, c'est qu'on utilise le critère, moi j'appelle ça le critère Portugal. Hein. C'est-à-dire que le moment où vous commencez à être considéré comme un pays émergent, c'est un pays développé, c'est lorsque vous avez un revenu par tête d'habitant de 20 000 $ au moins par an. Voilà, le problème, c'est ça, c'était le critère qu'avait le Portugal et qui, bon, pour certains, semble un indicateur pas trop mauvais parce que du moment où vous avez 20 000 $ par tête d'habitant, bien sûr, ça, c'est une définition mathématique, c'est-à-dire vous coupez le revenu national par le nombre de têtes. Bon, mais il y a d'autres critères. Donc, est-ce que le développement, c'est ça? Est-ce que c'est simplement l'accumulation de richesses? Est-ce que c'est une mise en place de politiques publiques pérennes qui amène une amélioration des conditions sociales des citoyens de ces pays? C'est une véritable question. Et est-ce qu'on peut bâtir sur ce critère une distribution du pouvoir mondial, hein? Et après, certains d'entre vous diront, il y a une possibilité bien plus simple, c'est le nombre d'habitants. Et là, bon, le problème, c'est que ça nous permettrait d'intégrer des nouveaux membres, en fait, à ces instances. Je pense surtout aux Nations Unies et au Conseil de sécurité, qui est celui qui a la capacité à bloquer ou habiliter des décisions fondamentales. Et je pense que là, vous me direz, bon, il faut que les émergents rentrent. Mais bon, les émergents, si vous parlez du Brésil, c'est 200 millions d'habitants. Si vous parlez de l'Inde, c'est 5 fois plus que ça.
en fait. Donc, est-ce qu'il faudrait que l'Inde ait 5 fois plus de représentants? En fait, vous voyez, on commence à rentrer dans des calculs mathématiques, en fait, comme ceux que nous avons connus dans l'Union européenne d'aujourd'hui, hein, combien de commissaires, hein, comment est-ce qu'on va représenter les pays dans le Parlement. Certains pays seront plus importants que d'autres. Aujourd'hui, c'est le cas dans l'Union européenne. Hein. Si vous êtes maltais, votre voix est plus importante que la voix d'un Français. Vous voyez, hein, donc autant vous dire, prenez votre passeport de Malte et vous serez mieux servi. Donc, voilà. Donc ça c'est des considérations qu'il faut avoir en tête. Donc, pour aller très vite, parce que c'est des choses que j'ai déjà mentionnées, il ne me reste que 5 minutes, et je veux rester dans les temps. Donc, comme nous parlons de pays émergents, bien entendu, nous parlons d'un décollage économique. Ça, c'est une évidence. Si vous n'avez pas de décollage économique, hein, si vous n'avez pas une montée en puissance et une complexification de votre économie, hein, ne serait-ce que territoriale, pas nécessairement sectorielle, donc clairement, vous ne pourriez pas appartenir à ce groupe. Mais c'est surtout les niveaux de croissance. Et aujourd'hui, ce qui donne une matérialité à cette émergence, aujourd'hui, c'est cette dynamique de croissance assez exceptionnelle par rapport à la moyenne mondiale. Hein, donc vous voyez, c'est quand même une appréciation assez basique et très peu raffinée, il faut le dire, mais qui conduit néanmoins à un élément quand même une dynamique assez essentielle, qui est celui d'un changement du niveau de vie. Et ça, je pense que ça, c'est une variable lourde et c'est une variable tangible et c'est quelque chose qu'on peut véritablement apprécier. C'est-à-dire qu'on voit dans ces grands pays émergents, mais aussi dans les nouveaux émergents, ce qu'on appelle aujourd'hui les nouveaux émergents, donc vous voyez des pays comme la Malaisie, le Chili, etc., etc., vous avez des pays qui véritablement basculent dans un autre mode de vie. Pourquoi? Parce qu'il y a d'une part une nouvelle classe moyenne, une classe moyenne qui étoffe le marché intérieur et qui demande des choses, en fait, et qui a une capacité à soutenir la croissance sur une dynamique propre. Donc ça, c'est très important. Et si cela vous intéresse, je pense que le pays le plus exemplaire là-dessus a été dernièrement le Brésil. C'est-à-dire que le Brésil a connu véritablement une phase de très forte redistribution de la richesse, bâtie sur les revenus de ce super cycle des matières premières que je vous avais mentionné avant. Le problème que nous avons quand nous faisons référence à ce changement du niveau de vie, c'est qu'il faut que ce changement du niveau de vie soit durable, pérenne. Et le gros problème que nous avons aujourd'hui, en particulièrement aujourd'hui 2014, je dis 2014, c'est que nous commençons à se mettre en place une dynamique qui pourrait contester ces acquis effectués par ces politiques redistributives. Et le problème que nous avons, c'est que ces politiques redistributives aujourd'hui sont essentiellement soutenues par cette forte demande de matières premières et moins par des politiques qui cherchent à consolider ces acquis. Et au niveau des pays émergents, nous le voyons aujourd'hui, un gros problème réside dans, par exemple, le sous-investissement dans l'éducation, en fait. Ça, à part exception faite de la Chine et quelques nouveaux émergents, en fait, le reste des émergents, en fait, se trouve bien en deçà de ce qu'il faudrait, en fait. Et malheureusement, ces paris stratégiques sur l'éducation, mais aussi sur d'autres domaines, comme la logistique, l'infrastructure, commencent maintenant à passer l'addition, en fait, à ces pays et commencent à restreindre violemment leurs perspectives de croissance. Je vous donne 2 exemples qui sont pour moi assez emblématiques. C'est l'exemple des autoroutes et des ports. Hein. C'est l'Inde, le Brésil sont assez exemplaires à ce niveau-là, dans le sens où on savait depuis 30 ans qu'il y avait besoin de bâtir des nouvelles structures portuaires, qu'il fallait développer et multiplier le réseau routier. Rien n'a été fait. Pourquoi? Parce qu'on gagnait beaucoup d'argent très vite et on avait fait d'autres choix stratégiques. On considérait que finalement, on pouvait développer certains secteurs au détriment du reste de l'économie. Et la question de l'éducation, essentiellement, qui touche le Brésil aujourd'hui et qui véritablement pose un frein violent à la croissance. Donc si vous avez envie de vous expatrier quelque part, le Brésil est aujourd'hui le pays où il faut aller. Hein. Vous diplôme en main, une fois que vous aurez diplômé, vous pourrez partir travailler là-bas. Il y a un gros manque de professionnels. Donc il y a des pires endroits où travailler, hein, je pense. Aussi, parmi les atouts, ce qu'on peut compter, c'est une population dynamique. C'est-à-dire l'avantage, c'est qu'ils se trouvent à un autre stade de leur progression démographique et vous avez quand même des pays où vous avez essentiellement une population jeune et ou du moins dans les tranches intermédiaires qui est assez conséquente. Et surtout, cette population dynamique, je dirais, elle est plus visible dans tout ce qui touche à la classe moyenne. C'est-à-dire que vous avez une classe moyenne qui peut être alimentée par des nouvelles couches de la population et qui peut être renouvelée assez facilement. Il y a des cas
bien sûr, qui sont des exceptions. En fait, je pense au cas de la Chine, qui a justement fini sa transition démographique, mais qui aujourd'hui, ce choix de la politique de l'enfant unique commence à être remise en cause. Il y a cette idée de se dire, bon, si on n'a pas de jeunes, on ne pourra plus tirer la croissance comme avant. Et ça, par exemple, c'est devenu le gros problème en Chine aujourd'hui. Hein, bien que, bien sûr, beaucoup de gens soient, et de second et troisième enfants, hein, en payant les pénalités qui s'imposent. Donc voilà, pour les faiblesses, finalement, très rapidement, cet accroissement des inégalités auquel j'ai fait référence, en fait, au niveau mondial, et donc qui conduit, bien entendu, à un mauvais partage des richesses avec des abîmes de croissance. Moi, je pense que c'est important de le souligner. Il y a des pays où ces inégalités sont criantes. Je pense que l'Amérique latine, pendant très longtemps, a été vraiment une des régions justement où ces inégalités étaient les plus visibles. Et même chez les émergents qui poussent assez rapidement, je pense au Brésil, mais je pense également à nouveaux petits émergents comme le Chili, vous avez encore des très fortes inégalités qui n'ont pas été réabsorbées en fait, par le système et qui font état aussi de choix politiques finalement assez court-termistes. Vous avez souvent aussi, le problème des émergents aussi, c'est que vous avez des systèmes de protection sociale qui sont assez défectueux. Ils sont en train d'être améliorés assez rapidement, mais bien entendu, comparé à nos standards à nous, on est encore très loin. Et le problème, c'est que cela pénalise en fait ces dynamiques de croissance, hein, parce que bon, si on parle d'une façon très cynique, les individus sont des facteurs de production. Hein. Vous tous, vous l'êtes à votre échelle. Et forcément, si vous avez une mauvaise santé, vous n'avez pas un suivi, vous mourrez plus jeune, vous serez moins productif, vous ferez des gros arrêts maladie. Encore nous, on peut faire des arrêts maladie. Hein. Dans ces pays, vous ne pouvez pas faire d'arrêt maladie. Sinon, vous ne mangez pas. Donc voilà, c'est bien sûr pas partout égal, mais c'est un gros problème. Après, vous avez aussi dans les émergents, et je me permets de prendre 5 minutes si cela ne pose pas de problème aux organisateurs, vous avez un gros problème au niveau du marché du travail et surtout au niveau de l'administration des fortes rigidités, c'est-à-dire ce qu'on appelle en anglais le red tape, hein, le ruban rouge. Je ne sais pas si ça se dit trop, hein, le ruban rouge. Mais c'est-à-dire que souvent, l'histoire des pays émergents est telle qu'ils ont hérité des structures administratives du colonisateur. Hein, par exemple, le Brésil a hérité de toute la bureaucratie de l'Empire portugais. L'Inde a combiné la bureaucratie britannique de l'Empire avec sa propre bureaucratie à elle. Donc du coup, ça donne un mélange assez infernal. Mais bon, après, vous avez des tropismes comme cela. Mais aussi, je pense qu'il y a un problème aussi, c'est la façon dans laquelle le développement de ces pays se met en place. Et je voudrais finir là-dessus, dans la mesure où le développement de ces pays se fait aujourd'hui au prix, à nouveau je reviens sur la question de l'environnement et sur la dégradation des territoires et sur des très fortes fragmentations. Donc cette émergence à laquelle je fais référence finalement réplique les vagues de mondialisation, mais réplique aussi, avec un écart temporel de quelques années, en fait, même de décennies, réplique également ces fragmentations en fait, et ces déstructurations que nous avons vues dans les années 80 et 90, dont des premiers émergents, en fait, si on peut le dire, ou d'autres pays en voie de développement. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ces fragmentations portent atteinte au bien-être des populations. Ces fragmentations commencent à être contestées, et surtout, ces fragmentations, à nouveau, commencent à être observées par le prisme de ces communautés transnationales que j'évoque antérieurement, et commencent à justement soulever la question de notre agencement du développement, une autre organisation et développement du capitalisme mondial, mais aussi une réévaluation en fait, des structures de gouvernance de la planète, hein, pour justement une gestion plus terre-à-terre de ces transformations et moins monolithique.